Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois et comme d'habitude, on fait un petit one-shot. Et aujourd'hui, Manuel est venu nous présenter j'ai oublié de vous présenter. Emmanuel est avec nous, Aloïs est avec nous, Thomas Bonjour. est avec nous, Bonjour. je suis avec nous. Manuel est venu nous présenter un jeu formidable, les 1000 marches. Formidable, on verra ça après l'avoir testé. Moi, je n'y connais rien sur les 1000 marches. Alors déjà, Manuel... C'est compliqué là, entre Emmanuel et Emmanuel, c'est pas facile. Alors déjà Manuel, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'univers, du système, nous présenter le jeu rapidement, tu as 10 minutes. J'ai 10 minutes, ça va falloir faire très très court. Les 1000 marches, c'est un multivers. D'accord. C'est un gros multivers dans lequel on peut placer un peu toutes ces histoires, sachant que le sous-titre le précise assez clairement, on joue de l'aventure romanesque et merveilleuse, donc des choses assez dynamiques, où les héros sont des vrais héros et les méchants sont des vrais méchants. D'accord. Voilà pour le principe général. En l'occurrence, il y a 2 bouquins qui sont sortis puisque c'est paru chez John Doe. Le premier qui est le gros bouquin de base dans lequel on a la présentation des grands secrets du multivers. Ouais. On utilisera globalement pas nécessairement. Tu vois, ça peut s'utiliser en trame de fond d'une campagne, mais c'est pas nécessaire à chaque histoire. D'accord. La présentation d'un des univers du multivers, en particulier une ville qui s'appelle Europa. Le système. Quelques aides de jeu qu'on appelle les musards, sur lesquels on reviendra plus tard, je n'en doute pas un seul instant. Ouais. Et puis une grosse campagne qui se passe dans Europa, une campagne qui s'appelle Le Premier Conte, qui permet de découvrir un petit peu. Et puis il y a un deuxième bouquin qui est sorti avec l'écran, qui s'appelle Storm Chaser. Les livres ont le bon goût d'être numérotés, ce qui aide à repérer un peu l'ordre. Et Storm Chaser, en fait, apporte... Alors, le livre de l'écran apporte quelques petits points de règle en plus ou quelques éclaircissements. Et puis, surtout, un deuxième contexte de jeu qui est décrit en quelques pages et qui est un espèce de mélange improbable entre Jules Verne, L'Appel de Cthulhu et X-Men. D'accord. J'adore enfin X-Men ou Hellboy si on veut. Voilà. Donc un univers où les personnages évoluent dans les années 20-30 dans lequel il y a plein de technologies bizarres qui font des choses absolument formidables comme des voitures qui volent ou des fusées qui ont permis d'aller installer des colonies sur la Lune ou des inventions toutes plus bizarres les unes que les autres. D'accord. Des cultistes qui essayent de faire venir des entités innommables et indicibles du fin fond de l'espace. Ouais. Et des prodiges qui sont capables de faire des choses surprenantes comme disparaître dans les ombres ou voler ou changer de visage ou cracher du feu. D'accord, ok. Voilà pour ce qui est de l'univers Storm Chaser tracé à grands traits. Alors c'est incroyable. C'est pas du tout comme ça qu'on m'avait décrit le jeu. On m'avait dit que c'était un jeu dans lequel il y avait des marches et qu'il y avait différentes échelles de réalité. Et ben Storm Chaser, c'est une des marches. Ah, c'est un des univers. d'accord, ok. Dans D'accord, ce très grand bien. multivers, c'est Très un bien. des univers dans lequel on va jouer. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Voilà. Donc on va jouer ce soir dans une des marches Voilà. des 1000 marches, d'accord. Tout à fait. Très bien. J'espère qu'on ne ratera pas la marche. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Donc voilà pour ce qui est de l'univers dans lequel on va jouer. Pour ce qui est du système, alors le système s'appelle Cheap Tales. Il a été conçu par un monsieur qu'on connaît sous le nom de Le Grumpf. Voilà, assez couramment, puisque c'est un jeu donc comme je le disais qui est sorti chez John Doe. Alors Et ça, c'est super de tester un jeu John Doe. Enfin, on leur doit. Vraiment. Et alors Cheap Tales, en fait, c'est un espèce d'amalgame improbable entre plein de petits bouts de bonnes idées qui circulaient dans pas mal de jeux que le Grumpf a su capter, amalgamer pour mettre en place un système complet qui fonctionne suivant ses envies et pour faire alors ce que les gens appellent un peu abusivement du pulp. Là, en l'occurrence, c'est lui qui l'appelle comme ça. Hein. Je l'ai entendu très souvent dire je veux faire du pulp, je veux faire du Bien pulp. sûr. Mais quelque part dans Storm Chaser, on est dans l'idée du pulp, à savoir de l'aventure à chapitre avec potentiellement des méchants nazis, pas systématique, mais en tout cas de l'aventure un peu échevelée avec des héros qui sont des vrais héros et qui soient un peu feuilletonnants. Je sais que sur les bouquins, le choix qui a été fait, c'était de nommer ça aventure romanesque et merveilleuse. Ouais. On est dans des héros à la Dumas. Alors C'est c'est pas nécessairement les Trois Mousquetaires, mais c'est parce que ça veut dire d'ailleurs le musard. Parce que le musard, en fait, c'est une abréviation. Le mécanisme universel de simulation. Alors, des aventures romanesques.
Le Me AR, semble-t-il c'est bien. aventure romanesque. Ah, j'en suis quasiment sûr. Oui, ça doit Ouais. être Voilà. d'aventure romanesque, exactement. Voilà. Alors je Donc, reviendrai, c'est des aides de jeu un peu spécifiques qui sont en gros des annexes au système qui proposent des façons originales de gérer des problématiques qui se posent régulièrement en termes de jeu, à savoir l'exploration, la poursuite, mais aussi des éléments comme les inventions étranges ou certains éléments de combat. Nous, on n'utilisera pas nécessairement tous les mécanismes, mais on va en utiliser certains qui sont intéressants, à mon sens. Pour revenir sur le système, le cœur du système, Ouais. le cœur du cœur est profondément inspiré d'un jeu qui s'appelle Barbarian of Lemuria, dont on a entendu un petit peu parler sur les forums. En gros, on a quatre qualités qui sont un peu des traits physiques, si on veut, qui sont la vigueur, l'agilité, l'esprit et la chance. Donc ça, c'est le corps du personnage. Et puis, on a 4 ressources qui sont plutôt liées, on va dire, à l'intention. Donc, on a l'adrénaline, la vaillance, la concentration et l'éveil. Et enfin, on a des apprentissages et des aspects. Les apprentissages, ce sont des métiers qu'on a pratiqués au cours de sa vie ou qu'on a vu pratiquer notamment par ses parents. Et les aspects, ce sont des petites phrases qui vont décrire notre personnage, lui donner vraiment sa parcelle d'humanité. C'est là où notre personnage, il est plus qu'une série de chiffres, puisqu'il est déjà constitué de mots. D'accord. Donc il porte du récit en lui. Donc c'est un système de traits finalement. C'est un système de traits, voilà, avec un principe général qui est assez simple. En gros, on additionne une qualité et une ressource, ou une qualité et un apprentissage, ou une ressource et un apprentissage. Ouais. On lance 2d6, on fait le total on fait le total, et à gros traits, si on a fait 9 ou plus, si on a fait 8 ou plus, même concrètement, c'est 9 ou plus, pardon. Je me mélange les pinceaux. Si on a fait 9 ou plus, c'est une réussite. Si on a fait en dessous, c'est un échec. Il y a un D'accord. système de gradation, mais on est dans ce principe-là. C'est quoi les dés qu'on lance? Des dés à 6 faces. Attends, 9 succès. Si on a fait en additionnant donc deux traits, donc qualité et ressources ou qualité apprentissage ou ressources Ah, apprentissage, d'accord. Ah oui. plus le résultat de 2 dés à 6 faces. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. Et il faut Si on a qu'on fait 9 obtienne ou plus, 8 ou plus. On 9 a ou réussi. plus. Ce qui veut dire que si on est un professionnel de tel ou tel métier, On rate pas. on a peu de chances de se planter. Ouais, c'est On a bien. plus de chances de réussir que de se planter dans une situation normale. Ouais. Ce qui est le parti pris, hein. Les personnages sont des Mmh. héros. Donc en situation normale, sur les trucs qu'ils savent faire, ils savent les faire. D'accord. Les aspects là-dedans apportent une petite richesse qui est en gros que si un aspect s'applique bien à une situation pour le joueur, Ouais. au lieu de lancer 2 dés, il lance 3 dés et il garde les 2 meilleurs. D'accord. Par contre, si ça le désavantage, Garde les 2 meilleurs. si par exemple il tient beaucoup à sa famille et que sa famille voudrait pas trop qu'il aille enquêter sur tel ou tel truc, Ouais. bah du coup il va lancer 3 dés mais il gardera les 2 moins bons. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu le personnage qui lutte contre ses propres réussites Ça parce lui- qu'il y a un ça lui trait apporte qui... parfois des bons côtés, parfois des mauvais côtés. Voilà, quelqu'un qui est grand, dans tout un tas de situations, ça lui apporte un certain nombre d'avantages, mais si il doit Mais voilà, il doit se tabasser avec un type dans une zone particulièrement restreinte en termes de taille, Bah oui. bah, ça va plutôt l'embêter qu'autre chose. D'accord. Intéressant. Voilà pour le principe des aspects. Je reviendrai pas sur les atouts ou les équipements qui sont des petits... les équipements, bah, c'est du matos, hein, concrètement, et les atouts, c'est des petits avantages purement techniques, des points de vie en plus, un peu plus de dommages au combat, ce genre de détails. Par contre, on va s'arrêter sur l'héroïsme, qui est un mécanisme très très important, puisque on joue des héros. Fondamentalement des héros. L'héroïsme, en fait, on a un certain nombre de points en début de partie, ou de campagne. Là, en l'occurrence, vous avez 3 à 5 points sur les personnages. Ouais. Et ça se dépense pour mieux réussir. Et ça se regagne en étant héroïque. D'accord. Alors concrètement, ça peut se dépenser pour relancer les dés. Ou pour améliorer son niveau de réussite d'un cran. Puisque je vous disais qu'il y avait des crans de réussite au-delà de Les simple degrés, réussite ou ouais. échec. On a réussite en oui mais, oui et, etc. Donc il y a une gradation, donc ça permet de mieux réussir. Ouais. Ça permet de regagner des points de vie.
instantanément. Ça permet se remettre sur pied, quoi. Ça permet de se remettre sur pied, exactement. Ça permet d'activer un de ces aspects pour en faire un aspect héroïque. Et pendant une scène, tout ce qui tourne autour de cet aspect va nous réussir parce que alors que j'ai l'aspect je suis un casse-cou, et ben je suis dans une situation où je me bats avec un mec sur le toit. Et du coup, moi, je suis hyper à l'aise sur le toit parce que j'ai dépensé un point d'héroïsme et que je suis héroïquement un casse-cou. D'accord. Ou ça peut servir même pour créer un aspect en disant le toit est glissant, je crée l'aspect le toit est glissant, et du coup mes petits camarades qui sont avec moi peuvent utiliser cet aspect contre un éventuel opposant pour lui rendre les choses plus compliquées. Donc je le crée pas pour moi, je le crée pour un adversaire. Non, tu le crées tout court. Et il peut gêner ou aider l'adversaire. Vraisemblablement, si tu le crées, c'est plutôt pour le gêner. Et il peut servir à tes petits camarades aussi pour les aider eux, ou pour leur permettre à eux de gêner plus l'adversaire. D'accord. Tu crées une circonstance. On verra comment ça va se passer en jeu. Et de l'autre côté, tu peux en regagner. Tu peux en regagner en gros, en subissant des emmerdements, pour le dire à grands traits. Donc, si je te rends boiteux pour tout le reste de la partie dès le début, parce que tu t'es fait chiquer par une grosse bestiole et que ça va vraiment t'embêter, voire sur plusieurs parties, à ce moment-là, en échange, je te donne un point d'héroïsme. Parce que je suis quand même pas un salaud. Si tu décides toi de tenter des trucs vraiment cool, vraiment héroïques. Tu t'éloignes de ton micro. Hein. Excuse-moi. De nos éditeurs. Si tu décides de tenter des choses vraiment héroïques, tu regagnes des points d'héroïsme parce que tu es héroïque. Ouais. Si tu me donnes des chips, parce que j'aime les chips, je peux te redonner un point d'héroïsme. C'est ce qu'on appelle un bakshish. Voilà. Ah, tu peux filer un bakshish au MJ. Ouais. Moi, je le limite à une fois par joueur et par partie. Mais c'est dans l'ordre des choses. Si tu aides tes potes, tu peux regagner de l'héroïsme. D'accord. Si tu vis des drames, et si l'histoire de ton personnage se construit avec des choses dramatiques dedans, quelque part t'es un héros à nouveau. Le héros vit du drame, donc tu regagnes de l'héroïsme. Si tu décides toi tout seul de dire cet aspect-là il va me pourrir, tu regagnes de l'héroïsme. Et enfin, et pour terminer, si je vous fais subir une situation frustrante, si je vous mets dans la mouise et je vous dis c'est comme ça et c'est pas autrement, héroïsme. Je vous donne de l'héroïsme parce que je suis pas méchant. Donc vraiment, l'idée c'est que ça vous serve techniquement. Je suis pas un enculeur de maman. Voilà. L'idée c'est que c'est de vous pousser à à jouer des héros, vraiment. Si tu joues un salaud, tu ne gagneras pas d'héroïsme et du coup, tu n'en regagneras pas quand tu l'auras dépensé. Et ça ne se reconstitue pas à chaque partie, bien évidemment. Tu ne regagnes de l'héroïsme que en faisant des actes. Même entre les parties. D'accord. Voilà pour les grands mécanismes. Eh ben, écoute, si c'est tout, on Alors, joue. Je crois qu'Aloïs, c'est une question. Tu as déjà une question ? Non, c'est juste qu'il y a un autre truc qui m'avait semblé très intéressant. Je pense que ça peut avoir son intérêt avant la partie, c'est les prouesses et les risques. Alors, on va faire très simple. Pour les prouesses et les risques, un mécanisme qui vient antécédemment d'un jeu qui s'appelle Trinité. Ouais. Qui a déjà été utilisé dans d'autres circonstances. Le principe est pas bien compliqué. C'est des choses qui servent principalement en combat. Et le combat, ça pourrait être, je lance les dés, je vois si j'ai réussi, j'ai mis mon point de dommage, on passe au tour suivant. Ce qui est en soi quand même vite chiant. Mais on peut rendre les choses un petit peu plus dynamiques en utilisant des prouesses et des risques. Quand on prend une prouesse, on doit prendre un risque en face. Et du coup, on dit, OK, moi, j'y vais à fond, je vais lui mettre un gros pain dans sa tronche, mais en échange, je m'expose. Et du coup, on prend la prouesse coup violente, qui fait plus de dommages, et en échange, on prend le risque danger, qui fait que on sera plus vulnérable au coup de notre adversaire. Et du coup, ça permet de simuler plein de manœuvres spécifiques dans la baston, parce que ne nous leurrons pas, il y aura de la baston. Ouais. Et donc ça permet de faire plein de manœuvres sans avoir plein de règles au coup par coup. C'est vraiment et puis c'est au joueur de choisir le style qu'il veut se donner. Rapide, efficace. Faut savoir que la manière dont on gagne les points d'héroïsme, voilà, les prouesses et les risques tiennent sur la fiche. Ils sont inscrits sur la fiche, donc les joueurs ont directement devant eux les différentes manœuvres. Donc ça c'est excellent. Tout sous les yeux.
Et puis voilà. Et puis par rapport à l'univers, moi, j'ai eu l'occasion de parcourir les 1000 marches. C'est vraiment très bien exposé. Parce qu'en général, on parle aussi du livre un petit peu en préparation du podcast. Bien sûr. Magnifique illustration de Grumpf avec son style vraiment unique. Des petits paragraphes qui expliquent très très bien les différents enjeux de l'univers. Ce que j'adore, c'est que ces paragraphes sont parfaitement bien faits. La première, c'est le résumé un peu de ce qui va être dit, ensuite ce qui va être dit. Enfin, c'est voilà. Donc le livre est assez exemplaire aussi en termes de présentation. Seule absence, c'est on ne sait pas que c'est un jeu qui se joue avec un maître de jeu et des joueurs. J'ai vraiment pris du temps avant de comprendre que c'était le cas. En fait, on est dans une conformation traditionnelle. Oui. Non, mais c'est pas en soi, c'est pas un reproche. C'est juste que moi, comme j'ai l'habitude de lire des jeux un peu anarchistes, ça m'a, à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a pas? Et voilà, mais c'est expliqué après. Et puis lui, de toute façon, il a pris le parti pris de faire un jeu anarchiste. C'est un jeu monarchique éclairé. C'est très bien. Allez, jouons à ce jeu monarchique éclairé. C'est parti, c'est sérieux, on joue. Voilà, fin de partie, c'est parti. Manu, Thomas, Emmanuel, Aloïs, oui. Vos impressions sur cette partie. On va commencer par le meneur déjà. Alors, cette partie normale, traditionnelle pour des 1000 marches. Toi qui as déjà eu l'occasion de tester, Manu. Moi, oui. Enfin. C'est une partie, je veux dire, c'est une partie typique. On peut juger le jeu après avoir fait cette partie. Alors, on n'a pas absolument tout parce que c'est une partie courte. Voilà, ouais. Mais pas courte quand même, hein. Mais on a joué deux bonnes heures plus. Ouais, mais de pause poulet. poulet. Mais en tout cas, oui, ça permet de se faire une idée, en tout cas autant sur le système que sur l'univers dans Storm Chaser. Ouais. Donc sur cette marche-là en particulier. On n'a pas utilisé à fond toutes les options, parce qu'il y a des options que je garde pour des deuxième ou troisième parties, pour des gens qui sont familiarisés avec les basiques du système, que vous avez déjà qui laisse déjà pas mal de marge. D'accord. Alors quand Thomas. tu dis options, c'est des outils. Ouais, c'est des outils pour dynamiser plus la partie. Voilà, c'est des musards en plus. On a utilisé un musard, donc parmi donc les musards à nouveau, les mécanismes universels de simulation d'aventure romanesque. Voilà. Donc on a utilisé, je pense qu'on en reparlera, le jeu des péripéties qui peut servir pour les explorations, pour les voyages et pour les filatures et poursuites. Ouais. Mais on n'a pas utilisé le jeu des arènes qui sert en fait à enrichir les combats, à les rendre plus dynamiques en typant les catégories de terrain sur lesquelles on se trouve plus ou moins encombrées, qui donnent des avantages ou des inconvénients, et puis aussi avec des cartes supplémentaires qui donnent des options dans une baston supplémentaire. Thomas. Donc ces musards, ce sont donc une genre de boîte à outils que la base propose pour rajouter du plus durant la partie. Ouais. Donc on peut, si on le veut, les utiliser ou ne pas les utiliser. Tout à fait. Sans franchement changer. Enfin, je veux dire, on peut utiliser aucun musard et quand même prendre du plaisir à faire la partie. Ouais, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas Cheap Tales by the book, quoi. C'est des aides de jeu que le Grumpf a développé pour ce jeu-là ou pour d'autres parce que il trouve un usage et qu'il a rajouté dedans parce que ça fonctionne bien avec. En tout cas, dans la perception qu'il en a, je crois que c'est assez juste. Donc là, en fait, on a l'auteur qui, dans la base, a donné des astuces pour que la partie fonctionne. Bah, des aides de jeu en plus, mais des aides de jeu très concrètes, puisque comme vous avez pu le voir, le jeu des astuces, c'est ce qu'on appelle chez nous, des astuces de MJ. Ouais. C'est-à-dire que pour qu'une partie se passe bien, souvent dans les bases, des techniques. Souvent dans les bases, ils oublient de mettre les techniques que eux ont utilisées pour pouvoir faire le jeu, et en fin de compte, quand on transmet le jeu, ça marche pas si bien. Là, on a vraiment un auteur qui a toutes les astuces qu'il a trouvées bon pour son jeu et qui booste le jeu, il les a ajoutés dans la base, donc dans le départ, le premier bouquin, pas l'extension. Est-ce que j'ai raison, Manuel, si je présente les musards comme exactement comme dans les jeux vidéo, quand tout à coup, au cours de l'histoire, une partie du système de jeu change et on passe dans un mini-jeu dans le jeu? Est-ce que j'ai raison de le présenter comme ça? Sachant que, contrairement à un jeu vidéo, il n'y a pas une rupture de la narration. C'est-à-dire que ça sert au contraire à augmenter la narration, mais j'ai l'impression que ce sont des mini-jeux. Comme si d'un coup, tiens, on rentre dans une phase de jeu particulière. Je pense que t'as cette sensation que à cause du musard de cartes. Alors, l'arène qui vient de décrire, c'est exactement le même. Le jeu des péripéties, c'est vraiment ça. Pour ce qui est du jeu des arènes, ça va. Ouais, c'est une couche de jeu en plus par-dessus le système de base qui lui-même propose des options tactiques, notamment pendant les combats, parce que
à nouveau, hein, c'est des histoires censément à la Dumas ou à la Dick Tracy, donc oui, il y a de la baston, indéniablement. Ouais. Mais l'idée, en tout cas pour le jeu des arènes, c'était de faire comme dans le film d'Artagnan ou dans des films de kung-fu où les types ils passent d'un lieu à l'autre, qui proposent des façons d'agir et d'interagir complètement différentes, que ce soit dans un champ ou dans, enfin qui peuvent passer, des personnages qui peuvent passer donc de la rue où ils sont en train de se battre, puis rentrer dans un entrepôt en défonçant un mur où du coup l'entrepôt est beaucoup plus encombré avec beaucoup plus d'objets qu'ils peuvent saisir et du coup générer des options tactiques et puis en plus tirer des cartes qui leur disent tiens t'as un bon sens tactique du terrain, donc là t'as tiré une carte qui te dit que tu vas pouvoir prendre une position surélevée par rapport à l'autre, mais ça te donne aux joueurs comme le jeu des péripéties la capacité d'enrichir le lieu, donc quelque part la narration, pas que de son personnage, mais la narration du contexte, avec un tirage de cartes. L'idée des cartes, je crois, c'est de donner des outils aux joueurs pour lui permettre d'enrichir la narration au-delà de son personnage sans le mettre dans une position de MJ, notamment pour des joueurs qui sont pas nécessairement habitués à ça. Du coup, lui donner un vrai support pour lui faciliter les choses. C'est ce qu'on appelle une couleur, nous. C'est-à-dire, salut. Aloïs, tu voulais intervenir, excuse-moi. Moi, je comparerais plutôt ça à quand tu joues, mettons, bon, je vais utiliser un exemple pour aller plus simplement et plus clairement. C'est quand, mettons, tu joues à un jeu Harry Potter. Ouais. Moi, je vois plutôt ça comme si on t'ajoutait un pouvoir supplémentaire, en fait. C'est, on te débloque une partie du gameplay du jeu. Oui, c'est ça. Plutôt que comme un mini-jeu à part. Enfin, là, certes, pour le coup, pour les péripéties, c'est clair. Enfin, on est dans une phase un peu hors du reste de la narration. Mais pour les arènes comme le reste, systèmes de résolution, je me permets. On retrouve les systèmes de résolution qui sont ceux du jeu, si tu veux. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ça vient augmenter. Voilà, c'est une augmentation d'expérience. Oui, non, mais c'est bien ce que tu dis, mais quelque part on rentre dans une phase de jeu un peu différente. C'est ça que je voulais dire par un mini-jeu, mais ça vient augmenter. Ça n'interrompt pas. Ça ne, tu vois, c'est pas le kitesurf dans Final Fantasy VII. Si tu veux. C'est voilà. On est d'accord. C'est juste que d'un coup le système de combat ou le système de narration change pour apporter un nouveau support, de nouveaux rails en fait. C'est la sensation de rail. Ouais, c'est très intéressant de présenter le musard que l'on parle. Alors, il s'agit du jeu des péripéties qui est à mon sens un des plus intéressants. Le principe c'est qu'en fait on va avoir une poignée de cartes sur lesquelles sont distillés quelques mots. Alors il y a obstacle, réaction en chaîne, hostile en vue, danger, indice, refuge et quelques cartes meneurs de jeu. L'idée originelle, c'était de l'utiliser pour les voyages. Parce que dans les voyages, souvent on est très embêté. Soit on fait, quand on emmène en tant que meneur les joueurs en voyage, soit on leur dit bon, le voyage, on va un peu passer dessus. Et dans ce cas-là, on fait une ellipse et on dit quelques jours plus tard, vous arrivez à votre destination. Soit on fait tout, jour par jour, et c'est un peu ennuyeux aussi. Et la proposition, ça a été de dire, avec les cartes, les joueurs vont tirer des péripéties, des anecdotes, et ils décrivent ce qui se passe jusqu'au moment où le meneur dirait habituellement que faites-vous. Et là, c'est le meneur qui reprend la main sur la fin de la scène et qui les fait et qui leur fait faire éventuellement un jet de dés qui va correspondre à ce qui s'est passé. Thomas. Donc là, avec ce musard-là, ça permet en fait aux joueurs d'avoir un rôle de description. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au cours de la partie, le joueur, j'ai eu l'impression donc hormis de dire ce qu'on fait, là on avait quand même cette impression que c'est on jetait un dé pour savoir ce qui se passait et que ce soit réussi ou pas, c'est toujours le meneur qui décide de l'action. Là, ça permet vraiment d'avoir ce rôle en tant que joueur, de dire maintenant j'ai envie de décrire ce qui va se passer, donc avec ça j'ai ce pouvoir-là. Ouais, sachant que la description est pas liée par un jet de dés. De toute manière, si le joueur tire la carte, c'est lui qui va décrire ce qui va se passer. Et par contre, après, le meneur reprend la main sur effectivement les résolutions. On est dans un format qui est un format traditionnel de jeu de rôle. Oh non, il y a pas de souci. Est-ce que alors, je termine juste. L'idée, ça a été aussi, et notamment pour les voyages ou pour des séries un peu longues, il y a des cartes meneurs de jeu. Et du coup, ça permet au meneur, s'il a préparé des scènes bien spécifiques où il veut placer des indices, quand un joueur la tire, il joue une de ces scènes.
Le meneur joue une de ces scènes, c'est lui qui décrit la scène à ce moment-là, et ça lui permet de placer des choses qu'il avait voulu placer. Donc ça permet d'avoir un mélange assez fin entre des scènes que le meneur veut placer avec des éléments qui vont servir plus tard dans le scénario, et en même temps une vraie prise en main par les joueurs de la narration, du récit du voyage, en restant sur... On décrit quelques péripéties, quelques anecdotes, mais on fait pas la description tous les jours, tous les soirs. Thomas. Est-ce que c'est le seul musard qui permet d'avoir, parce que c'est le seul musard qui permet aux joueurs d'avoir un contrôle sur la narration, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Est-ce que tous les musards permettent de faire cela, ou pas du tout? Non, je pense qu'il je veux savoir si est-ce qu'un musard, ce serait justement spécifique pour donner la narration aux joueurs. Ça tourne souvent autour de ça. Souvent autour de ça. Ouais. Parce que là, tu vois, le jeu des péripéties, on l'a utilisé dans le contexte original. Une course-poursuite, on courait après un gars, et donc chacun notre tour poursuivant et poursuivi tirait une carte. On a eu obstacle. Nous, on a décidé de donner un obstacle à celui qu'on poursuivait. Ensuite, celui qu'on poursuivait a tiré obstacle également. Il nous a mis des bagnoles pour nous empêcher de passer. Et à chaque fois, en fait, la carte incitait le joueur qui la tirait à faire une description qui pourrissait l'équipe adverse et qui les obligeait à faire un jet de dés. Et en cas de ratage, c'était soit des PV, soit du retard, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Cet échange poursuivi avec à chaque fois des descriptions qui allaient bien. Donc là, on parle d'une course-poursuite, un gars qui court dans les rues de New York. Nous, en tant que PG, on cherche à le suivre. Ça allait bien. Là, on a joué avec des cartes, donc un paquet de cartes à part, mais ce que tu m'as montré, c'est que ces cartes apparaissent dans la base. C'est-à-dire qu'après, on peut photocopier ces pages, les découper, donc on n'est pas obligé d'avoir des cartes physiques. Là, c'est une version qui a été imprimée, mais qui a été faite par des fans, en reprenant les images qu'il y avait dans le jeu de base, en collant sur un fond de couleur. D'accord, c'est même pas John Doe qui a sorti ces cartes-là, c'est vraiment les fans. Pour terminer juste mon explication par rapport aux rusards, c'est qu'à un moment donné, c'est là qu'on s'est aperçu de la puissance des rusards. C'est lorsqu'Emmanuel... Et Rusard, c'est dans Harry Potter. C'est toi qui m'as, Aloïs, avec l'histoire d'Harry Potter, tu m'as perturbé. Lorsqu'Emmanuel, finalement, a décrit, parce qu'elle a pioché la carte indice, et elle a décrit, finalement, un endroit où le gars qu'on poursuivait s'enfermait. Donc elle a pris l'autorité sur les gens qu'on poursuivait. À ce détail près que si elle avait planté son jet, il aurait tout à fait pu s'échapper d'une façon ou d'une autre. Absolument. Absolument, tout à fait. C'est bien, mais malgré tout, elle a quand même pris le contrôle d'un personnage qu'elle ne contrôle pas. Oui. J'ai pas seulement fait un jet, il a fait un jet lui aussi pour c'est lui qui a planté son jet. Si elle avait réussi le jet, en l'occurrence, elle serait rentrée, elle l'aurait poursuivi, mais probablement qu'il aurait continué à courir un peu plus loin. Je vais revenir quand même sur ce que tu disais, donc est-ce que c'est le seul musard qui donne la main aux joueurs sur le truc? Je crois qu'ils le font un peu tous. Vraiment, à chaque fois, alors je les ai sous les yeux, donc du coup ça m'aide. En gros, il y a 5 outils. Un outil pour fabriquer des artefacts, bricoler des machines, inventer des engins diaboliques et concocter aussi des potions ou organiser des gros travaux. Et l'idée, c'est comment le joueur utilise des points d'expérience pour fabriquer des choses un peu étranges et comment il le fait dans les ellipses. Il y a donc la gestion des voyages et des séquences d'exploration qui est vraiment développée avec le jeu des péripéties. L'utilisation au mieux des décors dans les combats. Donc ça, c'est le jeu des arènes, celui qu'on n'a pas utilisé, mais à mon avis, il est intéressant, mais dans la mesure où on a déjà bien pris en main la gestion des combats telle qu'elle existe déjà, et notamment, comme on l'a évoqué dans la description au début du podcast, la gestion des risques et des prouesses. Parce qu'elle ajoute encore davantage de paramètres aux prouesses, aux risques, etc. Donc ça demande des gens qui sont déjà un peu tranquilles sur les risques et les prouesses, et ça rajoute du... Alors, pour ceux qui commencent à s'ennuyer avec les risques et les prouesses, on va dire en termes de jeu, l'arène augmente et ça rajoute de la surprise puisque c'est des tirages de cartes. Et je crois que c'est une des idées fondamentales de l'élément, enfin des musards, c'est rajouter de la surprise, rajouter de la péripétie, la surprise sans jet de dés. avec pas de jet de dés, avec pas de table, pas de paramètres, rajouter des surprises, des petits modificateurs, des situations que les joueurs n'auraient pas forcément imaginé tout seuls, ou le meneur non plus. C'est vraiment un petit appui. Et pour générer du alors c'est je crois que c'est le Grumpf qui utilise ce terme-là, du fun fast and furious, donc des choses ça lui ressemble, des choses qui vont vite, où il se passe plein de trucs, où c'est dynamique et où les joueurs ont pas le temps de souffler et pas le temps de s'ennuyer surtout. Alors justement, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le musard, ou est-ce qu'on peut passer
Enfin, de toute façon, on va y revenir. Je décris juste un des derniers éléments. Il y en a un qui sert aussi pour faire des plans et notamment des plans d'infiltration un peu à la Ocean's 11, où l'idée c'est de jouer sur l'idée que c'est les personnages qui préparent le plan et pas les joueurs. Donc les personnages ils font des jets de dés avec leurs compétences pour préparer le plan. Ça leur fait accumuler un certain nombre de bonus qu'ils vont ensuite pouvoir dépenser pour faire tourner les choses à leur avantage. Alors ça c'est vraiment pas mal parce que on se retrouve souvent en jeu de rôle quand on doit faire du plan tactique. Il y a peu de jeux qui te proposent un système où c'est le personnage qui prend la décision de faire. Généralement on va demander au joueur dis-moi exactement ce que ton personnage veut faire. Absolument. Je vais penser à regarder la sécurité et donc on se retrouve à un moment on avait fait un jeu comme ça dans Shadowrun. C'était Shadowrun où tu devais jouer un militaire. Et moi j'avais pas de compétences militaires évidemment en tant que joueur tu les as pas. Et donc là on a une réponse qui est très bonne, c'est vraiment le personnage qui crée ce plan. C'est vraiment bien ça. Et avec la finesse qu'on peut avoir dans un Ocean's 11, c'est-à-dire que le meneur dit mais là il se passe ça, il y a tel garde qui vous barre le chemin et le joueur dit attends, on a accumulé du bonus donc moi je dépense du bonus, il y a un petit tableau pour dire en fonction de ce qu'on essaye de réclamer au meneur si ça coûte plus ou moins de bonus. En gros, j'en dépense tant et en fait le type c'est le frère de mon cousin et on l'avait briefé avant et du coup il nous laisse passer. C'est super astucieux. C'est une très bonne idée. Génial. Le nombre de fois où on a été bloqué dans des jeux parce que justement on pouvait pas faire les plans. C'est-à-dire que tu passes 3 heures à préparer un plan, puis on et a dès pas que les le meneur compétences. fait un truc que t'as pas prévu en tant que joueur, c'est foutu. Ouais, et puis même on n'a pas les compétences. Enfin, on peut pas penser à tout. Et quand même t'as les compétences en fait, le meneur il est là, il le sait et il peut tourner dessus. Alors que là, ça donne nous des outils aux joueurs pour dire non mais en fait nos personnages ça ils l'avaient prévu. Évidemment qu'il l'avait prévu. Pourquoi moi personnellement je te parlais des mini-jeux? C'est parce que je me souviens très bien de la manière dont Grumpf parlait des jeux qui sont développés notamment sur Silent Drift mais pas uniquement dans les indies américains et tout ça. Il disait pour moi en fait ce sont des jeux qui sont très intéressants parce que je vais y chercher pour mon jeu de rôle traditionnel classique, pour mon jeu de rôle que j'aime, et nous on aime aussi beaucoup le jeu de rôle traditionnel ici, je vais y chercher des techniques, des routines que je vais incorporer dans le jeu traditionnel pour certains types de scènes. Je prends par exemple un exemple typique. Par exemple, je crois qu'on avait pris cet exemple-là de Breaking the Ice, je suis pas trop sûr, hein. Mais en gros, il me disait, voilà, c'est génial pour jouer des scènes d'amour, Breaking the Ice. Et ben moi, ce que je pourrais faire, c'est que dans mon jeu traditionnel, si à un moment il y a une histoire d'amour, tac, on change de système, mon système, je l'augmente avec des routines, des techniques de Breaking the Ice, et puis on passe en mode scène d'amour, entre guillemets, dans l'univers traditionnel de mon jeu et j'utilise des routines du jeu de rôle indépendant à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est une analyse tout à fait pertinente de son approche. De son approche, c'était vous êtes des mecs d'expérimentation, vous faites des labos de développement. Voilà exactement. Et moi, dans mes univers, je vais piocher, comme il dit, à droite à gauche. Et c'est pour ça. Et là, on voit dans les 1000 marches qui est vraiment un de ces projets alors c'est très personnel, à 100%, c'est très personnel. On voit que c'est exactement le parti pris qu'il a choisi de faire. Alors on peut s'interroger pour savoir si ça marche pas. Là, en l'occurrence, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, moi personnellement, je trouve que ça marche parce que ça vient pas se substituer, comme disait Aloïs tout à l'heure, à un système. Ça vient l'augmenter. Et donc on n'est pas du tout, on change pas de système si tu veux. On est en mode on passe, tiens, là il y a des règles en plus qui s'ajoutent pour jouer tel type de scène. Mais la cohérence globale du pulp est là. Elle est là. Donc il n'y a pas de problème. On change pas de jeu comme on change. C'est pour ça que j'aimais pas trop le terme de mini-jeu en fait. C'est qu'en général dans les mini-jeux il y a une vraie coupure avec le reste. Là il y a un gameplay augmenté dans telle situation. Non mais c'était pour faire stresser le Grumpf. Écoute, il stressera au début puis après, tu vois, il sera content en fait. Alors in media res, tu nous as fait commencer le scénar. On avait de la flotte jusqu'au cou et est-ce que ça le jeu le recommande? Non. C'est toi qui as décidé de nous faire commencer comme ça, cache dans l'action. Ouais. On est une troupe de Storm Chaser à la recherche d'un crocodile fluorescent, probablement fantomatique et cosmique. Thomas, toi t'es quelqu'un d'un peu bébête mais qui a beaucoup de chance. J'ai du bol. Toi Robert, t'es un ingénieur très talentueux qui réussit tout ce qu'il bricole. Alors, je précise que Emmanuel t'as Emmanuel en disant ça. Pourquoi? Parce que t'as dit toi Robert. Ah oui. C'était même pas volontaire. Ah non, je te jure. Toi Emmanuel, donc tu jouais Robert. Non, c'était pas. Ils ont vraiment un problème avec les filles au micro. Hein.
Non, ouais, c'était plus un petit bricoleur, c'était un horloger à la base. Mais voilà, c'était un peu solide. Et toi, Loïs, tu jouais le professeur Xavier dans les X-Men. Hein. En gros, ouais, sauf que c'est un. Et toi, tu jouais un syndicaliste. Je pense. Tu jouais presque toi-même il y a quelques années, non? Ouais, c'est ça exactement. un Marx et ça repart. Voilà, donc c'était une team complète de l'impossible dans les égouts à la recherche d'un crocodile. Donc ça commence comme ça notre histoire. Après on se fait tirer dessus direct. Assez rapidement. Voilà. Après, il faut savoir que, alors, il y a Direct. plusieurs choses qui se rencontrent de ce point de vue-là. Même s'il n'y a pas de conseil spécifiquement pour inciter à commencer comme ça, on n'a pas été tout à fait jusqu'au bout, mais comme je vous l'ai expliqué, la fin des quelques scènes qu'on jouait se finissait normalement sur un cliffhanger. C'est un parti pris que j'ai choisi moi, mais l'idée c'est d'être accord avec le genre. Et le Bien genre, sûr. en l'occurrence, c'est un peu le pulp entre Bien deux guerres. sûr. C'est l'histoire qui mélange science-fiction et roman policier. C'est du serial, c'est du feuilletonnant. Donc, moi, je reprends les principes de feuilleton que j'ai lu ou que j'ai vu, et idéalement, je fais commencer une medias res pour que les gens soient dans l'action tout de suite, et je termine sur un cliffhanger parce que c'est un serial. Il faut que les gens ils achètent le numéro d'après. Ça colle parfaitement avec le genre, effectivement. Alors première chose, premier combat, première rencontre, premier combat. On n'a même pas échangé un mot avec le PNJ. Qu'il a commencé à nous tirer dessus, puis là on savait tout de suite dans quel genre de jeu on était. Et la première bonne surprise, le système de combat et d'adversité est très bien fait, avec ce système d'homme de main, de brute et d'antagoniste. Moi ça m'a direct charmé. Pour être clair, en fait, donc si j'ai bien compris, pour pouvoir avoir de l'adversité et faire des PNJ un peu brutaux, la base propose 3 types donc de personnages. Tout à fait. Parce qu'on a la brute, l'homme de main et l'antagoniste. Oui. Donc la brute et l'homme de main sont un peu les personnages vite faits. Thomas, ton micro, tu parles plus dans le micro. Pardon, excuse-moi. C'est bon, je dois répéter. Les brutes, c'est des figurants. Voilà. Les hommes de main, c'est des seconds couteaux, et les antagonistes, c'est des vrais personnages. Alors ce que je vous ai dit en plus, c'est que Thomas, la gestion de ce type de PNJ, c'est que quand tu vas faire des packs de brutes, tu commences à avoir des bonus. Ouais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire des que packs de cidre, en fait. ce qui est intéressant avec les figurants, et tu peux l'avoir par exemple quand tu joues et c'est le genre de jeu qui fonctionne bien pour ça, comme je disais, de l'aventure à la Dumas, tu joues d'Artagnan. En face, t'as les gardes du cardinal qui arrivent, bah tu vas pas en mettre 3 quoi. Si t'as 4 mousquetaires, des gardes du cardinal, t'en mets 50. Et pour pas avoir 50 fois les dés à lancer, bah tu te dis tous les 5 ils ont un bonus de plus 1 et tu fais des groupes et comme ça chaque joueur se bat contre 15 mecs et comme les joueurs c'est des vrais héros, ils ont des chances raisonnables de s'en débarrasser. Puis c'est vachement bien comme système parce que on a beaucoup dans le jeu quand tu vas créer les PNJ, tu crées tes personnages vite fait de façon à ce que ça fonctionne. Là non, le jeu te le propose de suite, t'as directement ton PNJ et tu joues quoi. T'as une espèce de matrice à méchants quoi. Une matrice à méchants comme dans les jeux vidéo où tu te retrouves avec des méchants qui ont les mêmes sprites, tu sais que ceux-là ils sont niveau 1, après t'as les niveaux 2, t'es un petit peu comme dans Double Dragon en fait, où t'as différents en fonction de la couleur des cheveux limite, tu vois, t'as le truc et ça je trouve ça énorme, c'est pareil, c'est super dans l'ambiance. C'est très simple pour le maître de jeu, j'imagine, à prendre en main. Ah bah c'est plus facile à gérer. C'est sûr que gérer 10 mecs comme vous en avez rencontré, ça peut vite devenir un cauchemar s'il faut les gérer un par un. Ouais. Alors que là, dire bah c'est un groupe de 10. Et en gros, quand ils attaquent, bah, je fais un jet de dés, ils ont un bonus parce qu'ils sont 10, donc c'est comme il y a 2 packs de 5, ils ont un bonus de plus 2, et puis tout le monde en face fait sa défense, et ceux qui ratent leur défense, ils ont pris des dommages, bah, ça me fait un seul jet de dés, quoi. Ouais, non, c'est énorme. Ça, là, je retrouve une dynamique qui est finalement assez proche de celle des combats de 3-16. Où à la fin, tu jettes plus les dés pour savoir combien de dégâts tu fais à un type, tu jettes les dés pour savoir combien de types tu dézingues. Si tu lances les dés, hop, tac, tu fais 11, t'as 11 types qui sont morts. Les bruitages arrivent à la cellule. On est un peu dans cet esprit-là. C'est beau, ça. On est un peu dans cet esprit-là. À nouveau, je le disais tout à l'heure, fun, fast and furious. Ouais, c'est ça. Il faut que tu puisses faire, effectivement, alors il faut que les méchants, ce soit des vrais méchants, donc que ce soit des vraies adversités, ou des monstres, et ça arrive. Mais il faut aussi que, effectivement, quand tu joues les 3 mousquetaires et que les gardes du cardinal, ils débarquent, bah, tu puisses les faire valdinguer par 3, 4, et que le meneur, il puisse en dire, il y a 30 gardes du cardinal qui vous tombent dessus, ou là, en l'occurrence, il y a 30 gangsters qui vous tombent dessus, et
ça représente une adversité. Parce que comme il y a une accumulation, ça représente une vraie adversité pour les joueurs, mais en même temps, les mecs pris un par un, ils valent rien. C'est juste l'effet de nombre qui crée un équilibre. Ouais, c'est énorme. Et là, par exemple, le mec dans Indiana Jones, le premier là, qui frite au niveau de l'avion, c'est quoi? C'est un antagoniste ou c'est une brute? Ou un homme de main? Frite au niveau de tu sais là, dans Indiana Jones 1, bon, un mec comme Monsieur Stomper dans James Bond. T'as ouais, aucune référence de peuple? Si, ça c'est. Voilà, c'est quoi ça? C'est un homme de main. Monsieur Stomper. Soit c'est un gros homme de main. Ouais. Suivant un peu quelle survie tu veux lui donner en tant que meneur. Soit c'est un antagoniste, soit c'est un gros homme de main. Parce que les hommes de main, en gros, ils ont un bonus à eux qui va de plus 0 à plus 9 de mémoire. Donc tu peux avoir des trucs dangereux en homme de main déjà. C'est pas une brute, c'est sûr, parce que la brute c'est un figurant. Et celui-là, déjà il a un nom. Et s'il a un nom, c'est pas juste une brute, c'est pas juste un figurant. Ça me fait marrer ça. Il a déjà une existence. Ouais, c'est vraiment en fait, je crois que c'est une simulation en jeu de rôle de beat'em all, ce jeu. Je suis pas d'accord. Je dis, pour moi, c'est de l'aventure à la Dumas ou effectivement à la James Bond où quand les soldats, quand les gardes de Dr No débarquent, ils lui tirent tous dessus, ils le ratent ou alors il y en a un qui lui fait une raflure et lui il tire et il en désigne 3 quoi. Mais c'est pas un beat'em all parce que en tout cas, la dynamique de combat me fait vachement penser à du beat'em all. Parce que vous êtes tombé sur des brutes et puis qu'ils étaient pas si nombreux que ça, mais enfin c'est possible. Pour toi c'est un défaut que ce soit beat'em all. Bah je sais pas, je suis pas nécessairement un grand fan de. C'est peut-être l'équivalent au jeu de rôle du beat'em all. Oui, et voilà, puis surtout c'est ça, les. Bah, c'est le pulp. Ouais. Les personnes, même si c'est des brutes, ils sont un tout petit peu plus personnalisés que la silhouette du beat'em all. Ouais, parce qu'ils ont quand même une histoire derrière, etc. Une histoire, je sais pas, mais ils ont quelques aspects à eux. Un tatouage sur le bras, par exemple. Pas nécessairement, mais si c'est dans les gangsters, par exemple, ils peuvent avoir un dur à cuire, qui est un aspect générique pour tous ces gangsters-là. Mais par contre, si après tu rencontres un autre type de brute. J'ai pas d'exemple particulier en tête, mais si tu rencontres un autre type de brute, ils auront pas nécessairement dur à cuire et du coup ils se comporteront pas tout à fait de la même façon. Quelque chose à ajouter sur le système de combat en règle générale? Oui, moi Thomas. j'ai quelque chose à rajouter. C'est au niveau du système de PV. J'ai trouvé un truc qui était pas mal en fait dans le système de PV. On a un nombre de points de vie et quand il arrive à 0, là on a un choix. Soit notre personnage tombe KO et donc ne participe plus au combat. Soit on peut décider de cocher une case qui est sonnée, on revient avec la moitié de ses points de vie et on continue le combat. Et si jamais on a une case, notre case sonnée est cochée et qu'on retombe à 0, on meurt. Ouais. C'est-à-dire que dans le jeu avec ce système, c'est le joueur qui choisit quand son personnage va mourir. C'est super intelligent. Ça c'est vraiment génial. Pas tout à fait quand il meurt, mais en tout cas quand il s'expose au risque de mourir. C'est génial. Pour l'héroïsme, c'est génial. Bah oui. Oui, c'est vrai. Parce que il choisit pas d'arriver à 0 point de vie. S'il coche sa cage sonnée, voilà, c'est ça, Thomas. Ouais, c'est son risque de mourir, oui, tout à fait. Mais par contre, il sait qu'il est en train de prendre il prend des PV, c'est ses derniers PV, il sait qu'il pour l'héroïsme c'est énorme. Emmanuel. Et à l'inverse, le fait de savoir que on n'a pas notre case cochée et que donc on va pas mourir, ça permet aussi de se lancer vers plus lâcher. de choses, voilà. Je pense que ça joue beaucoup dans le dynamisme, le fait que tout le monde se lance dedans et puis tant pis si au final on se prend quelques balles, on sait qu'on risque pas grand-chose. Et ça c'est vachement dans les codes aussi du film d'action. Effectivement. Et pour le côté héroïque, c'est très bon aussi. Aloïs. Moi, j'ai juste un problème de sémantique là-dessus. Le mot sonner, je le trouve trop ambigu. Je t'aurais appelé ça comment, toi? Je sais pas, mais dernier carré, ou dernier souffle, un truc comme ça. Baroud d'honneur. Baroud d'honneur. Ouais, mais non, parce qu'on t'es pas sûr que ce soit la fin. Oui, mais voilà. C'est dernière chance. Le terme sonner, moi, ça me fait plutôt penser à s'il est coché, j'ai un malus. Ouais. Oui, et au début, je l'avais compris comme ça quand il nous l'a expliqué. Il y a un beau malus. Non, il nous l'a très bien expliqué, mais c'est vrai que sur le coup, quand on voit oui, mais hier, en fait, quand il nous avait réexpliqué les règles, avec Thomas, on avait mal compris. Et c'est pour ça que je trouve le terme assez ambigu, parce que pour moi, sonner, c'est comme si tu prends Lady Blackbird, t'as les effets supplémentaires. Moi, j'ai tout de suite compris ce que c'était. Parce qu'il a expliqué clairement tout à fait. Et la force du truc, c'est-à-dire que ce que dit Thomas derrière, c'est que c'est le joueur, finalement, qui choisit. Oui. Et si il sait, quand il coche cette case, que s'il crève, ce sera beau et qu'il l'aura quelque part un peu décidé. Et puis surtout c'est ça, c'est que tu vas pas faire un jeu en disant mon personnage est mort comme un con.
Voilà, exactement. Là, tu l'as choisi, dire que s'il meurt, t'as pris le choix, t'as pris le risque, donc c'est moins grave. C'est très confortable pour le meneur. Ah oui, mais je peux comprendre, t'es pas en train de dire j'ai triché sur les dégâts parce que sinon son personnage va mourir. Ouais. Voilà, tu vas, tu défonces. Ça permet de sortir d'une logique comptable en fait. Ouais, exactement. Et de débrider en fait totalement la narration en la délestant de ce côté comptable. Le nombre de fois où, par exemple, dans une campagne de Cthulhu, parce qu'un joueur doit survivre, toi, t'es en train de demander « Ah, t'es à combien ?»« Ah ouais, non, je peux pas faire ça. » Alors, j'y reviendrai sûrement, parce que je pense qu'on va parler peut-être des différents éléments du système que vous avez pu utiliser, mais il faut bien concevoir que Cheap Tales, comme j'ai déjà laissé un peu comprendre dans la présentation, il y a un vrai travail de création, mais ce travail de création réside dans un mixage de plein de petits éléments qui existaient antécédemment ou qui existaient dans des formes proches et qui ont été agencés entre eux pour créer un fonctionnement global assez intelligent. Je m'attarde vite fait sur le principe de Sonnet. Sonnet, par exemple, ça reprend un principe qui a été proposé, alors je crois que c'est pour du donjon, qui s'appelait le principe du drapeau noir, qui était en gros pour un joueur. Mais non, mais attends. T'es en train de nous dire qu'en gros, le Grumpf, il a pris des inspirations à droite à gauche. Plus que des inspirations, c'est des modules qui existaient quasiment texto, mais effectivement c'est bien agencé. Mais c'est pas important ça. Je pense que ce qui compte c'est la façon. Oui, mais je pense que c'est une démarche d'écriture intéressante de dire. Ah oui. J'assume le fait d'avoir fait des emprunts un peu partout et de les avoir combinés de façon dans ma façon, dans la façon avec laquelle je suis confortable. C'est ce que font tous les auteurs de jeux, Manu. Il y a rien de rien. Il y a rien qui vient de rien. Ouais, non, c'est possible. Moi, j'ai le sentiment que c'est plus limpide ici que dans d'autres jeux où on crée un système en disant j'ai créé un système. Personne ne crée. Il y a des choses qui ressemblent à tel ou tel truc, mais j'ai créé un système. Tu vois, là, il y a effectivement un système de créer, mais les emprunts sont très transparents et ça peut éventuellement permettre aux gens de comprendre. C'est l'idée de prendre des bons petits bouts à droite à gauche de trucs qui fonctionnent et qui poussent les joueurs à aller à générer, enfin les joueurs et le meneur, à générer des histoires dans le style qu'on vise. C'est des discussions qu'on a eues, je pense qu'on aura à nouveau, cette idée en tout cas d'aller chercher chez les autres des éléments intéressants pour construire son jeu et qui correspondent à son intention. Absolument. Je trouve que ça a été assez bien maîtrisé sur ce système-là. On se retrouve avec une chimère en fait, Aloïs. Mais une chimère qui est très bien réalisée. Je trouve. Ouais. Absolument. C'est vrai que ça fait penser à une combinaison, mais malgré tout, on en voit la cohérence. On sait que ça va vers du pulp, c'est de l'action. Comme je disais à Thomas, pour moi, c'est un des jeux les plus cohérents que j'ai vu ces temps-ci, et un de ceux où le système sert le mieux l'intention de celui qui a voulu le faire. Moi, j'aurais qu'une seule limite à dire, c'est que le rôle du meneur et des joueurs, attention. Il est pas, encore une fois, il n'y a pas un endroit spécial dans la base où on explique bien. Bien sûr, on est dans un format très traditionnel. Oui, mais ouais, il y a un petit manque quelque part. Enfin bon, c'est pas. Non, mais effectivement, un format traditionnel avec je pinaille. C'est important parce que un format traditionnel avec ce côté, comme c'est le traditionnel, on va considérer que c'est le par défaut. Je conçois bien la limite que ça représente aussi. Hein. Il y a le côté jeu aussi, un peu entre le meneur et les joueurs, le côté argumentation, le côté backchiche, qui mérite d'être souligné, qui est particulier, que je trouve vraiment très intéressant. Bon, après, autour d'une table, il y en a qui sont plus doués que d'autres pour essayer de rouler le MJ, mais non, je trouve que c'est pareil, ça donne un petit côté, sans forcément parler des moments où on reprend la narration, je trouve que ça donne une dynamique et le tchatch, ouais. C'est le côté tchatch. Ouais. Indéniablement, c'est un jeu où il y a une vraie prime au bagou. Ouais, voilà. Et justement, c'est peut-être aussi pour ça que le rôle des joueurs et du meneur n'est pas si précisé que ça. C'est parce qu'en fait, elle va être floue en fonction de comment on va négocier. C'est de beaucoup de négociations. Ouais. Carrément. Là, on prend l'exemple qui était, en fait, quand on fait c'est dangereux, hein. C'est toujours, on doit additionner une qualité et une ressource et jeter 2d6. Ouais. Après, on a une possibilité de faire, d'utiliser un apprentissage pour gagner un bonus. Alors non. C'est soit qualité et ressources, soit qualité et apprentissage, soit ressources et apprentissage. Mais cet apprentissage, c'est aux joueurs, éventuellement, de dire au MJ, ah, mais attends, j'ai un apprentissage à tel endroit, ça pourrait servir. Donc on a quand même ce côté, et ça je te demandais, est-ce que c'était bien inscrit dans la base que le joueur doit bien expliquer au MJ que si mon apprentissage fonctionne. Oui, si c'est pas limpide pour le MJ. Voilà. Et ça je trouve ça vraiment pas mal parce que ça incite dangereux. Dangereux.
Très dangereux. Tu peux te retrouver avec des joueurs qui vont, par exemple, qui vont essayer de, comment dire. Imagine, t'as affaire à un physicien, d'accord. Et là, du coup, tu parles dans des trucs de X-Men et tout ça. Et le mec, il va te faire chier en te disant non, mais tu sais, la vitesse de la foudre, machin truc. Il va aller te sortir des trucs de physique alors que tu connais rien en tant que majeur. Je vois pas le rapport. Là, on parle bien des apprentissages. Oui, on est d'accord. Bah maintenant, alors, si on utilise le système et que le MJ croit que c'est crédible, je dis bah ok, c'est bon, ça marche. Il y a une prime au bagou. Voilà. Mais c'est ça, c'est dangereux la prime au bagou. Alors mon exemple de physicien est pas bon, mais par contre je prends une partie à laquelle j'ai assisté avec Emmanuel qui est juste à ma droite de Stargate où elle s'est retrouvée avec des spécialistes de l'univers de Stargate qui la faisaient chier pendant son scénar parce qu'épisode 13 de l'acte 2, le perso il disait A alors que pour le scénar d'Emmanuel il fallait qu'il dise B. Tu vois, c'était très chiant. Donc il y a attention à cette prime au bagou. Le bagou, il est pas toujours intéressant en fait. Hein. Oui, mais je pense que dans Stargate, le bagou faisait pas partie du jeu. Là, ça fait partie du jeu. Et c'est quand même le MJ qui a le dernier mot dans tous les cas. Ouais, mais mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas. Oui, d'ailleurs. Et qui en plus peut sanctionner derrière en accordant moins de points d'héroïsme ou ce genre de choses. Ou des malus, ou voilà. Mon boulot en tant que meneur, soyons lucides, consiste en deux choses, très principalement. Bien, quelques autres détails, genre faire une histoire, mais ce qui est vraiment très important, c'est que tout le monde ait son petit moment de lumière. Ouais. Et que vos personnages courent dans tous les sens. Ouais, et qu'il se passe plein de trucs. C'est bien réussi. Et le système l'encourage. Le reste, l'histoire, elle tient plus ou moins bien debout. Ouais. Mais c'est surtout pas à toi de la faire, l'histoire de personnage. C'est du pulp, quoi. C'est du roman, c'est de l'histoire de poche, de l'entre-deux-guerres. L'important, c'est qu'il y ait des trucs qui fassent zam et flash, que les personnages courent dans tous les sens, et que chacun ait l'occasion d'être un petit peu héroïque à un moment, quoi. Thomas? Ce rôle du MJ, c'est un rôle que toi tu t'es attribué ou que la base t'a conseillé d'avoir? Ou te dit, il faut l'avoir? C'est un rôle que je me suis attribué. Je te l'ai dit, Thomas, il y a pas de dire. C'est pas marqué spécifiquement, mais peut-être que dans le texte, si tu veux, qu'il n'y ait pas une zone, le rôle du MJ, mais dans le texte, ils disent à un moment, bon, ce serait bien que si vous, voilà, c'est ça que je veux savoir. Non, ça c'est moi qui me suis attribué. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pas, le jeu, il faut, à mon avis, il faut avoir une idée de, en fait, il y a un côté, faudrait presque avoir joué avec le Grumpf pour voir vraiment ce qu'il veut faire. Je suis pas sûr que les gens jouent aux 1000 marches comme nous, on vient de le faire. Bah pour le coup, moi j'ai joué avec le Grumpf. Bah oui. Et on joue sensiblement de la même façon. Voilà. Et justement, est-ce que le jeu va se transmettre aussi bien à d'autres types de meneurs? J'ai pas lu la base. J'espère, hein, c'est tout le mal que je souhaite. Moi, j'ai parcouru ce matin la base. J'ai d'ailleurs retrouvé cette petite référence à Sens, page 22, d'un Grumpf sur les Wittgensteiniens. Ouais, non, c'est, pour moi, il y a ce défaut-là qui peut peser sur le jeu. Mais bon, après, on l'a pas senti là. Donc voilà, je suis là en train de faire de la suspicion sur un truc que je n'ai jamais vu. Donc j'ai tort. Enfin, j'ai forcément tort. Mais et je voulais dire un truc par rapport à, ça m'est sorti de la tête. Sur le combat. Ouais. Non. Ah oui, sur la place du meneur dans le jeu. Manuel, t'as beaucoup plus parlé que chacun d'entre nous. Énormément plus parlé que chacun d'entre nous. T'as fait, j'ai envie de dire que t'as fait 80. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il a fait 80% du scénario. Il nous a raconté une histoire, non? Non, je trouve pas. Il a fait 80% du scénario. Non, je trouve pas qu'il nous ait spécialement raconté une histoire. Il a posé des scènes, mais je saurais pas dire pourquoi ni comment. Peut-être parce qu'il a aussi expliqué pas mal de points de règle et tout. Il a beaucoup plus parlé que nous. Puis je suis bavard, hein, c'est une réalité. Voilà. Puis moi, ce que j'ai ressenti en tant que joueur, effectivement, que les moments où on me proposait le choix, c'est il va y avoir un lancer de dés, ou c'est en gros, qu'est-ce que va faire ton personnage? C'est très limité. Mais est-ce que c'est dû à la partie, est-ce que c'est dû au jeu? Ça fait longtemps que nous en tout cas, même sur du jeu de rôle classique, on joue pas comme ça. Par exemple, sur les réussites, où les joueurs généralement décrivent les réussites eux-mêmes. C'est ce qu'on fait. Là, il a décrit les réussites des joueurs. On laisse peut-être nous sur nos tables quand on joue plus de liberté aux joueurs à décrire des choses. Et là, c'est maintenant, pareil. c'était une partie qui était quand même timée.
là c'est pareil, s'il n'y a pas de précision sur comment le meneur doit mener quelque part, un maître de jeu comme toi, Thomas, par exemple, qui laisse beaucoup de liberté. Pas comme ça. Voilà, tu ne maîtriseras pas comme ça. Alors, à mon avis, le côté pulp sera quand même présent. Et c'est ça, je ferais péter le budget comme d'habitude. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que le tour de force de Grumpf, à mon avis, son pari est réussi. Mais parce que le système de résolution est tellement pulp que du coup, le système de jeu qui va avec, quand on lit le système de résolution, on comprend quel système de jeu y est adapté par intuition. Alors à nouveau, pulp, je trouve que c'est un peu utilisé à toutes les sauces, oui, tout à fait. Facilement. Le sous-titre, cette aventure romanesque est merveilleuse. Je m'y réfère souvent parce que on est dans l'idée d'un romanesque, pas nécessairement de très haute volée, pas forcément, mais dans du romanesque avec ce que ça a de un peu caricatural quand on l'imagine, quoi. Donc oui, les Trois Mousquetaires, oui, le Comte de Monte Cristo, oui, James Bond. Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose? Que tout simplement, quand on regarde effectivement la liste des compétences et compagnie, on voit tout de suite la différence avec du Cthulhu, quoi. Alors, il n'y a pas de compétences. Oui. C'est des apprentissages. C'est ce que je veux dire. On n'est pas dans le même registre de personnages, et donc on n'est pas dans le même registre d'action, et donc. On est dans des personnages très hauts en couleur, parce qu'on a des traits hauts en couleur. On a des qualités qui sont exacerbées contre d'autres. On est forcément dans l'excès et j'allais dire la caricature. T'aimes pas ça, Aloïs? Non, moi je m'en sors très bien avec le jeu là. Hein. Personnellement, je l'aime beaucoup. Ouais. C'était juste pour dire que le pulp, on reviendra dessus dans un prochain podcast de toute façon. Peut-être. Il y a un thème à faire pour autour de nous. Mais ce qui vraiment fait l'essentiel pour moi au niveau des personnages, ça reste les aspects. Qui les définissent beaucoup plus que n'importe quelle valeur chiffrée qu'il puisse y avoir sur l'affiche. Oui, je suis d'accord. Le fait aussi que ce soit à double tranchant, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime pas trop les jeux qui fonctionnent avec les avantages et inconvénients. Moi, j'aime bien mêler les deux. Et là, on tombe vraiment dans ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais un personnage qui j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Aucune référence. Quand un flanc se démoule sans... Mais quelle horreur. À un moment, il se trouve que c'était pas prévu ce qui se passait et j'ai dû lancer mes 3D et prendre les deux plus mauvais. Bon, en l'occurrence, j'ai quand même fait un bon jet. Enfin, j'ai raté de 1. Ça a quand même servi notre cause puisque la personne en question est morte. Même si on aurait peut-être préféré l'interroger avant. Oui, mais dans les faits, voilà, j'aime beaucoup ce côté ambigu, enfin pas ambigu, mais oui, ce bivalent. Voilà, cette bivalence dans les faits. Risqué. D'ailleurs, risque et prouesse. On retrouve ça aussi dans le système de combat. On n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, il y a cette idée que on peut faire des choses extraordinaires, mais qu'on prend des risques. Et voilà, il y a toujours cette le côté on se met en danger, ça fait aussi partie de l'action et du film d'action en général. C'est que le héros, pourquoi il est héroïque, c'est parce qu'il souffre. Il y a qu'à pour s'en convaincre, il y a qu'à regarder Bruce Willis, il est couvert de sang à la fin de l'épisode parce que justement quoi, il a pris beaucoup de risques. Il a enlevé ses chaussures. Il a enlevé ses chaussures, absolument. Ce qui est intéressant avec le principe des risques et prouesses, on revient un peu sur de la baston, mais je pense que ça peut s'appliquer dans d'autres cadres, c'est que en fait, ça permet de simuler tout un tas de manœuvres de combat ou de coups spéciaux qui sinon demanderaient des modificateurs, des malus, des effets de seuil, oui. un pétrin incroyable. Alors que là, on dit tel coup, ça va m'apporter tel avantage, mais ça aura tel inconvénient. Le joueur, il le décide au moment où il le fait, et c'est parti. Ouais. Absolument. L'enquête. Alors, puisque tu dis qu'on se concentre beaucoup sur l'action, ça veut dire que tu veux qu'on se concentre sur d'autres parties de l'univers, peut-être? Enfin, sur d'autres parties du jeu? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, surtout. Oui, parce que, alors, c'est aussi un de mes trucs de MJ à moi. Ouais. Quand je fais découvrir un jeu, généralement, je mets une baston assez tôt, parce que si c'est des jeux où il y a un système de combat, c'est une bonne façon d'éprouver le système, parce que c'est souvent des séquences où on fait beaucoup de jet de dés, où on essaye pas mal de choses, donc ça permet aux joueurs de se familiariser. Ça, je le fais sur pas mal de jeux, et globalement, je trouve que c'est un bon début de prise en main. D'accord. Je trouve que effectivement les aspects c'est un des éléments qui donne son sel à ce jeu-là. Alors à nouveau j'y reviens. Les aspects sont à peu près directement tirés d'un jeu qui s'appelle Fate. Les risques et prouesses, eux, comme je l'ai dit plus tôt, sont tirés d'un jeu qui s'appelle Trinité.
c'est vraiment un joli collage, quoi. Mais c'est intéressant de voir d'où ça vient. Les 1000 marches sont pas sortis avant Trinité? Non. Trinité, c'est bien plus ancien. Je croyais que c'était plus récent. Et puis on a aussi les points d'héroïsme, alors qu'on n'a pas tant que ça à utiliser, mais qui sont vraiment et notamment dans la façon de les regagner. Comme je le décrivais au début de la partie, dans la façon de les regagner, qui sont vraiment là pour induire des comportements des joueurs et pousser les joueurs à jouer des héros. Et si on est héroïque, on gagne de l'héroïsme. Et ça nous facilite les choses. C'est vrai que là, on a poussé des bonnes sœurs on a fait des choses pas catholiques, on va dire ça comme ça. On n'a pas été très héroïque dans notre manière de résoudre les scènes. Emmanuel, tu voulais parler? Je voulais surtout revenir sur cette question d'enquête, en fait. Est-ce que le bouquin de base donne des billes pour créer des enquêtes un peu complexes, un peu... Est-ce qu'on a enquêté, là? Est-ce que vous trouvez qu'on a fait des enquêtes? Thomas? Pour moi, en tout cas pour le scénar là, j'ai trouvé qu'on est allé d'un point à un autre pour découvrir des choses et que ça a tendance à être plus sur de l'action. Moi j'ai l'impression d'avoir fait plus un jeu d'action qu'un jeu d'enquête. Mais c'est pour ça l'enquête il est arrivé un peu comme ça, on avait les infos de suite. Oui, mais peut-être parce qu'on était sur. Je rappelle qu'il y avait une contrainte de temps. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu à toi de nous dire. Voilà, c'est notre expérience de scénario. Justement, Manuel, c'est pour ça que je te pose la question. C'est pas un jeu orienté enquête. Non. C'est pas un jeu orienté enquête, c'est un jeu orienté plus action. C'est un jeu où l'idée c'est qu'il se passe plein de choses en courant partout. Donc non, il n'y a pas vraiment de mécanisme spécialement dédié aux enquêtes dedans. Est-ce que c'est pas un jeu où justement on peut détourner un peu l'aspect enquête en jouant sur les clichés du genre avec le méchant qui se planque ou qui sort de l'ombre Oui, on peut jouer sur les clichés du genre, on peut les indices flagrants. Il y a des éléments qui sont liés à l'enquête, typiquement la filature par exemple, ça fait partie des choses dont il est prévu qu'on puisse les travailler avec le jeu des péripéties. De la même façon qu'on gère une course-poursuite. Le musard. Et puis après, alors bon, moi l'enquête en tant que meneur, c'est pas trop mon truc. Parce qu'en gros, semer des indices et faire tomber, que les joueurs aillent chercher ou tomber dessus. Je sais pas, moi j'aime bien quand ça bouge. Et mais attention, c'est pas un reproche, hein. C'est pas un reproche. C'est un constat. Effectivement, c'est un jeu. L'enquête est là pour faire l'histoire, en fin de compte. C'est un fil conducteur. Ce qui compte, c'est l'action pour le jeu. Et ça marche très bien. Pour le jeu, je crois, et pour moi, beaucoup. D'accord, ouais. Donc là, on a aussi le côté du Manu qui a fait un scénar à la Manu. Voilà. C'est une réalité aussi, hein. Après, dans Storm Chaser, oui, il y a des phases d'enquête, mais c'est le prétexte à du voyage, de la surprise, du dépaysement. Je vous arrête tout de suite, là. Pourquoi Manu a choisi de nous présenter les 1000 marches? C'est parce que c'est justement un jeu qui lui convient aussi pour sa manière de maîtriser. Tu vois, c'est-à-dire l'œuf ou la poule. Bien sûr. Au final, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qui permet l'action d'une façon intéressante. Et ça marche très bien. Et ça fonctionne hyper bien. Ça, c'est clair. Thomas. Moi, je voulais revenir sur le système de résolution, ce qui est un truc qu'on a passé un peu vite, parce que j'ai beaucoup aimé cette description de la qualité du succès. Ouais. Le fameux oui, le oui mais, ou le non et le non mais. J'ai trouvé cette façon de dire que le oui mais te fait bien comprendre que tu réussis l'action, mais il y a un truc qui se passe pas bien. Et le non mais, c'est l'inverse, quoi. Tu es loupé, mais en fin de compte, c'est pas si grave. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Tout ressorti du jeu de rôle Doctor Who. Doctor Who. J'ai entendu dire qu'il était vraiment pas mal celui-là en plus. Et notamment, c'est des choses qui avaient été un petit peu travaillées à droite à gauche avant, mais c'est vrai que le Doctor Who avait marqué là-dessus avec une graduation. Et pour la verbaliser facilement, quand on réussit de justesse, on a réussi mais. Quand on réussit normalement, on a réussi. Quand on réussit bien, on a réussi et inversement pour les échecs. C'est une façon de verbaliser la chose très simple qui permet de comprendre instinctivement si on a plus ou moins bien réussi et le fait qu'on a réussi ou qu'on a réussi et en plus. Et je trouve ça vraiment génial. Hein. Et ça marche super bien. Ce qui est intéressant, c'est que même pour j'ai pas testé avec un meneur qui a jamais fait de jeu de rôle avant, mais je crois que c'est un guide qui aide facilement à évaluer pour le meneur la réponse qu'il peut donner au joueur, voir si on dit que c'est le joueur qui décrit ce qui se passe, qui réussisse ou qui échoue de toute manière. En tout cas, on a ce guide là qui est assez tenu. J'ai entrepris une action, j'ai réussi ou j'ai raté, mais Moi, je sais que cette histoire de oui mais, ça m'a fait beaucoup penser à Polaris de Ben Lehman. On avait système de surenchère.
Je fais telle chose. Si. Oui, d'accord, ça réussit, mais il se passe telle chose. Si et seulement si tu brises ton épée. Là, c'est pas la même chose. Hein. Non, mais c'est pas là, c'est pas une contrepartie. Non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est, je trouve qu'on a retrouvé cette verbalisation, si tu veux. C'est de dire que ton succès, ok, d'accord, ça réussit, mais il y a une condition. Là, c'est plus. Là, ça gère sur des nuances plutôt que sur des contreparties, contrairement à Polaris. Voilà. Mais en tout cas, ça permet de nuancer la réussite et l'échec. C'est vrai que c'est très clair. Et sans dire que c'est une réussite critique ou un fumble. Enfin, on est plus ou moins dans des terminologies qui peuvent se rapprocher de ça, mais verbalement sur ce que ça donne concrètement dans la description du résultat de l'action, on a des éléments, quoi. On a des billes. Ouais, c'est intéressant. C'est un truc qu'on retrouve vraiment tout au long de ce système, c'est qu'il nous donne des billes, des choses pour avancer. On sait comment et dans quel sens créer de la fiction. Ça c'est intéressant. Thomas. Il y avait un autre truc aussi au niveau du combat, enfin éventuellement du combat qu'on n'a pas vu, surtout qu'Aloïs a plus utilisé, c'est le système des pouvoirs. Ouais. Voilà, j'ai trouvé que le système de pouvoir la magie était vachement bien. Si tu peux nous décrire un peu ce que tu as fait. Aloïs. Donc professeur Xavier. Oui. Donc Nexan. Putain, le X était au milieu. Oui, excuse-moi. Nexan. Donc j'ai pris un personnage qui avait un prodige, qui avait la possibilité de faire de la télékinésie. Ce que j'ai vraiment trouvé bien, ce qui m'a donné envie d'essayer ça dans le jeu, c'est que quand on lance un sort, enfin ou l'équivalent du sort, disons, il réussit automatiquement. Et on lance les dés uniquement pour savoir si on le paye ou pas. Et s'il y a des conséquences désastreuses en plus, potentiellement. Si je me rappelle bien. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très très vrai pour les mages. L'idée, c'est que la magie, c'est quelque chose qui dépasse les magiciens, et en gros, quand ils lancent un sortilège, le sortilège, il part. Ce qui est important à savoir, c'est combien ça va leur coûter. Si ils maîtrisent bien leur pouvoir, ils ont réussi à canaliser la chose et ça leur coûte rien. Pensez à Shadowrun. S'ils maîtrisent mal leur pouvoir, oui, mais quelque part, c'est pas très éloigné comme réflexion. S'ils maîtrisent mal leur pouvoir, Shadowrun, en revanche, ça leur coûte. D'appel, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est le drain. Siphon. Le drain, voilà. Et la réflexion est pas si éloignée. Et effectivement, et du coup, ça dit aux mages débutants, alors là, c'est des prodiges, donc c'est des versions un peu allégées. Oui. Mais, quand on joue sur des marches où il y a des grands magiciens ou des cultistes, par exemple, on leur dit, ouais, tu peux invoquer un sortilège extrêmement puissant qui va changer la face du monde. Sauf que ça va coûter tellement cher en pouvoir et ça va être tellement difficile à lancer, enfin, ça va être tellement difficile à canaliser que ça va te cramer au passage. À moins que sauf si t'as pas coché ta case sonner. Quelqu'un sonne. Ouais. Après, ça apporte des nuances, mais tu vois, il y a cette idée aussi que si tu utilises ton pouvoir de façon simple sur des petits trucs, comme je l'ai fait, coûte rien, et du coup, tu peux en enchaîner. C'est une réflexion qui avait été menée notamment pour dire, est-ce qu'on peut faire du Star Wars avec Chip Tales, donc le système 10 000 marches, et notamment sur les Jedi, comment ça fait, quoi, parce que, en gros, dévier les lasers avec leur sabre, ça fait partie de leur pouvoir, mais ils en font des dizaines, quoi. Et ouais, c'est du petit pouvoir facile. Par contre, balancer des éclairs du bout de ses doigts, ça te crame et ça te bouffe ta vie, tu vois. Tu vois, en fait, tu résous ce problème-là en disant que quand on réussit, on peut décrire soi-même sa réussite. Parce que du coup, quand il se débarrasse des petits hommes de main, le Jedi peut décrire comment, et du coup, il peut décrire qu'il dévie avec les lasers, et tac, tu t'en débarrasses comme ça. Aloïs, excuse-moi. Moi aussi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que on parlait du sonnet. Enfin, tu disais, si on utilise un spell, s'il nous crame, si on n'est pas sonné, on meurt pas. Ouais. Moi, je suis pas d'accord, parce que justement, le fait d'être sonné, c'est un truc que tu choisis volontairement. Comme le fait de choisir de se cramer pour utiliser tes pouvoirs. Une fois que tu arrives à 0 point de pouvoir. C'était une boutade, hein, Aloïs. Oui. Faut quand même le préciser. Une fois que tu arrives à 0 point de pouvoir, tu bouffes dans tes PV. Donc du coup, je pense que quand tu arrives à 0 en point de vie, t'es cramé directement. Il n'y a pas besoin de passer par le sonnet ou pas. Ouais, d'accord. Ça marche. Après, c'est une interprétation personnelle. Non, mais c'est assez. Alors de mémoire, moi, j'utilise jamais beaucoup la magie, mais de mémoire, ça fonctionne sensiblement comme ça. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur la partie ? Comment vous avez trouvé la partie globalement ? Personne n'a donné vraiment son avis. Aloïs, tant que t'as le micro.
La partie m'a relativement plu. On a pu, enfin, vu j'étais là dans une optique tester les mécaniques, etc. Ouais, t'as pu tester ce que tu voulais. Elles m'ont plu. Bah oui, en fait, c'est un jeu qui m'avait fait de l'œil à sa sortie parce que j'aimais bien le côté art nouveau de la décoration, du dessin. Ouais. Et puis le principe m'avait globalement relativement plu, même si j'étais encore assez réticent. Là, d'en avoir parlé avant, ça m'avait vraiment motivé et tel que dans l'état où je suis, je vais probablement l'acheter un de ces jours. 29 € en plus, c'est vraiment pas cher. Le format pour un matériel de qualité. Oui, je précise que moi je l'ai lu ce matin entre une tasse de café et un bout de brioche. C'est super facile d'accès, ça se lit très bien parce que c'est très bien écrit. Ça, c'est une des grandes qualités du Grimm, c'est qu'il est écrit très simplement et très bien. Oui. C'est vraiment c'est remarquable là-dessus, donc très facile à prendre en main. Et puis globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le système est quand même bien articulé. Système de résolution, oui. Il est cohérent. Oui, système de jeu. Oui, voilà. Il y a quelques lacunes, mais voilà. Mais après, il est parti du principe. Je fais du tradi, voilà. J'explique pas mon système parce que c'est chiant toutes ces pages qui nous disent c'est quoi le jeu de rôle. Voilà, on est d'accord. Mais pour un jeu traditionnel qui fait quand même l'effort d'intégrer des mécaniques qui sont anarchiques, comme on va dire, je trouve le résultat très probant. C'est clair. Et c'est pratiquement ce que je recherche à l'heure actuelle en jeu. Sans le mentir, sans vouloir juste encenser le jeu, c'est quelque chose qui est entre les deux. Et qui me satisfait en fait, parce que le jeu de rôle indépendant tel que je le vois, enfin le jeu de rôle forgien disons, tel que je le vois, certes je trouve ça très intéressant, mais pour moi pour l'instant ça vaut toujours pas une partie de jeu traditionnel. Et là on est vraiment entre les deux tel que je l'apprécie. Même si le pulp c'est pas forcément le truc que j'aime le plus, on s'approche vraiment de ce que je recherche. Excellent, très bon retour. Emmanuel? J'ai bien aimé aussi. Ouais. Pour une fois en plus que j'arrive à comprendre un système en un peu moins d'une heure. C'est vrai qu'il faut préciser que le système est très accessible à l'explication. Moi, t'as vu ça? Tu m'as expliqué, franchement, j'ai mis quoi? 20 minutes à comprendre le jeu à peu près? Je voulais justement revenir là-dessus brièvement, j'attendais mon tour, mais puisque j'ai l'occasion, je vais sauter dessus. C'est un système, pour le coup, pour y avoir fait jouer avec des gens qui ont déjà fait du jeu de rôle ou des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et c'était le premier système sur lequel ils jouaient. Ouais, ah oui, tiens. Alors ça donne quoi? C'est hyper rapide à prendre en main. Ils sont limite plus à l'aise, notamment avec les outils du Musard, que des gens qui jouent déjà beaucoup et notamment qui jouent sur du jeu traditionnel parce que ils se posent pas la question. Et puis en plus, au-delà du fait que c'est facile à prendre en main, en même temps, en n'étant pas vraiment limité en termes de possibilités. Enfin, on peut vraiment faire pas mal de choses entre les points d'héroïsme et les questions des risques et prouesses. Ça laisse pas mal d'ouverture. Et puis avec les aspects, on a des personnages qui ont de la gueule. On a des personnages qui portent du vécu dès la création, qui sont pas juste une série de stats. Et je trouve que c'est important. Alors, je sais que ça bloque des joueurs et je sais qu'autour de cette table, quand on a fait une création de personnage un peu en amont, ça a été le moment qui a été un peu pas forcément évident en disant il faut que vous ayez une idée de ce que vous allez raconter comme personnage parce que faut faire des aspects, donc faut que vous lui donniez du corps et pas juste que vous lui donniez un 12 en force et que vous choisissiez un pouvoir dans la liste. Là, faut que vous choisissiez ces aspects et puis vous les écrivez, et c'est du verbal. Mais la description du personnage aussi par du verbal, je trouve que ça donne du corps et en même temps ça donne du corps de façon efficace en jeu. Les aspects, ça a un effet tout de suite très concret dans le jeu. Contrairement à des jeux que j'ai pu voir antécédemment où un personnage il se balade avec des pages et des pages d'historique et où finalement on n'en fait pas grand chose. Là, le personnage il porte ce qu'il est avec lui et ça a un effet dans le jeu. Ok. Thomas, moi j'ai passé un bon moment dans la partie. J'ai vu une description quand on avait décrit le jeu. Déjà j'étais très bluffé par le système parce que c'est vrai que je m'attendais à un jeu vraiment très classique. Là, j'ai pas trouvé ça si classique que ça. C'est pareil, je suis comme Aloïs, je pense que c'est un jeu que je vais acheter parce que j'ai pris du plaisir. C'est un jeu que je peux proposer à pas mal de gens parce que tu peux faire vraiment plein de parties. C'est fun, c'est efficace. J'ai pas grand chose de négatif à dire. Je te vois déjà courir à poil dans mon jardin avec ce système de jeu, Thomas. À poil, je sais pas, mais faire péter des tonnes de napalm sur la ville de New York, c'est clair.
Alors, est-ce que je peux repréciser une dernière chose? De quoi, à propos de Thomas à poil dans le jardin? Non, ça, je préfère garder ça sous silence. C'est tellement pulp. Mais alors, oui, la base du jeu est donc à 29 €. Là, on a utilisé un petit univers qui est proposé dans le livret qui va avec l'écran. À 20 €. Qui est à 20 € écran plus le livret. Il faut savoir que dans la base du jeu, on a donc tout un multivers et le parti pris du Grumpf, ça a été de dire je vous donne les secrets du multivers. Comme ça, en tant que meneur, vous savez où ça va et ça vous fait une toile de fond et ensuite vous faites vos marches et vous pouvez intégrer ça dedans. Donc il y a tous les secrets. On a vu 1/1000 du jeu. On a fait une marche parmi les 1000 qui restent. Et parmi les 990. Vous avez vu 1/1000 de la marche. On a vu 1/1000 de la marche, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec la base, on a un jeu clé en main. Oui. Alors justement, je termine. John Doe. Il y a à condition que tu connaisses le jeu de rôle avant. Ouais. Le jeu de rôle traditionnel avant. Et ça fait pas partie de la collection Dead on Arrival. Alors, c'est pas partie des Dead on Arrival de John Doe. C'est pas un jeu complet sur un seul bouquin. Mais, donc t'as, effectivement, le multivers avec les secrets, t'as une marche qui s'appelle Europa, qui est décrite, plus en détail, et il y a une campagne complète. Une campagne en 12 scénarios, qui occupe, une bonne grosse moitié du livre. Donc, c'est du prêt à jouer, avec un premier scénario qui, de l'aveu même du Grumpf, toi qui fais souvent référence, Romaric, à Final Fantasy, c'est un peu comme le couloir dans Final Fantasy. Le premier scénario, il met en jeu les différents mécanismes les uns après les autres, de façon à ce que les joueurs ils se saisissent du truc. Practice. Ouais. Okay. Avec une campagne, avec une vraie évolution, et puis des mystères de l'univers qui arrivent dedans et qui ouvrent sur le reste. J'aimerais qu'on vienne quand même aux impressions d'Emmanuel. Alors bon. Si t'as des choses à rajouter. Ouais, je voulais quand même repréciser que moi j'ai pas eu la sensation que le meneur parlait trop, parlait beaucoup plus. Voilà, comme tu disais, vous avez plus l'habitude de reprendre la parole, notamment sur les succès, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas choqué, donc. D'accord. Juste histoire de nuancer ça. Et puis sinon, j'ai trouvé l'ensemble très 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 visuel. Alors ça veut pas dire grand chose peut-être pour vous, je sais pas. Si. Aloïs opine du chef, il est d'accord avec toi. Voilà, moi je me suis régalé là-dessus et non, vraiment très bonnes impressions. Action. Moi je crois que tout a été dit. Moi il y a juste vraiment au niveau clarté, tout ça c'est excellent. La partie j'ai retrouvé le bonheur du beat'em all. Alors à tort ou à raison, on ne saura jamais, mais voilà, j'ai retrouvé le bonheur de taper du punk dans les égouts de New York. Excuse-moi, pour moi c'est Street of Rage, c'est Double Dragon, tout ça quoi. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça vraiment assez fort. L'adversité, bien gérée. Système de résolution, rien à dire. Il amène vraiment à la dynamique. Pulp, recherché, la dynamique, film d'action très rapide, très dynamique. Pas de problème là-dessus. Après, on peut regretter que le système de jeu ne soit peut-être pas plus mis en avant. Non, pas, je parle bien du système de jeu, pas le système de résolution. Pour les gens débutants qui voudraient, c'est pas un jeu clé en main. En fait, faut connaître un peu le jeu de rôle avant. Si tu mets le nez dans ce livre-là et que t'as jamais fait de jeu de rôle, tu vas rien comprendre au bouquin. Il me semble. Et ça c'est peut-être dommage. Mais c'est valable pour beaucoup de jeux. En fait, j'ai fait trop de jeux de rôle pour être capable de le dire. Non, mais c'est clair, mais c'est valable pour beaucoup de jeux de rôle. Et c'est pas. Je ferai l'expérience. Voilà. Non, mais oui, mais ça je pense m'intéresse. Ça vaut le coup, je pense, de faire l'expérience. Ouais. On va pas s'apesantir là-dessus. Moi, je voulais juste profiter de ce podcast pour saluer le travail de John Doe en règle générale. Ici à la cellule, on a eu l'occasion énormément, Thomas, de tester les jeux de la boîte à eux. Mais on a une très très grande pensée pour les jeux de John Doe qui nous font de plus en plus de l'œil. Le fait est que John Doe, c'est soi-disant lu le matin, joué le soir. C'est quand même écrit tout petit. Il y a quand même du travail. Et pour un podcast par semaine, c'est pas toujours évident. Donc on en teste moins. Mais que John Doe sache qu'on a une pensée pour eux, qu'on testera leurs jeux, qui se prêtent aussi au one shot. Et qu'on est certains à la cellule à posséder des jeux de John Doe. Et qu'on en possède beaucoup. N'est-ce pas Emmanuel? Et n'est-ce pas moi aussi? Fabien Hidvine disait en off des micros, je sais pas s'il l'a dit dans un micro déjà ici à la cellule, que on devait beaucoup, nous, les indépendants, à John Doe. Parce que c'est eux, dans le milieu de la francophonie, qui ont quand même démocratisé cet esprit, j'allais dire le petit jeu, mais c'est pas vrai, hein. Ce sont des vrais jeux chez John Doe, mais sous un format différent, qui permettent des maquettes moins coûteuses, qui permettent une accessibilité plus grande, plus pratique. Et une portabilité aussi. Voilà, une portabilité, parce que on n'en a pas du tout parlé comme si c'était devenu un classique. Mais il faut dire que les 1000 marches, c'est un format
portable. Ouais. C'est un format John Doe. C'est un format John Doe. Oui, mais évidemment. Aujourd'hui, c'est rentré dans le commun, genre, c'est un format John Doe, c'est un format normal. Mais oui, mais non. C'est eux qui ont fait ça. Moi, c'est les premiers jeux comme ça que j'ai vus en France, c'était eux. Et ça, on leur doit et on le dit pas, on le dit plus. Enfin, nous, on n'a pas eu l'occasion de le dire souvent, donc je le dis et je le précise. C'est un format qui, à mon avis, est excellent parce que ça met le jeu au cœur du truc et la partie au cœur du truc. C'est pas l'objet qui compte, même s'il est très joli en plus avec les illustrations de Grumpf et tout, mais c'est vraiment la partie, le système, les mécaniques et tout qui sont mis en avant et le côté pratique et ça c'est génial. Et à la cellule, on viendra réclamer le corps un de ces jours. Absolument, absolument. Par contre, il y a quelque chose que nous ne ferons jamais, c'est d'arrêter de râler pour jouer plus. Ça, nous on râle beaucoup, mais on joue beaucoup plus. Voilà, c'est ça, on joue beaucoup plus. C'est ceux qui râlent le plus qui jouent le plus, en fait, c'est ça. Râler plus pour jouer plus. Râler plus pour jouer plus. Manu, est-ce que tu penses qu'on a bien fait le tour du jeu ? Écoute, oui. Avant de conclure, d'aller se coucher. Surtout, et je crois que c'est le propos de beaucoup de jeux de John Doe, probablement pas que de John Doe, je suis ravi que vous ayez passé un bon moment. Oui, ça c'est indubitable. Ouais. Mais bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus le temps de développer le jeu que ça. Est-ce que c'est un jeu aussi à campagne ? Ah bah, il y a une campagne dans le bouquin de base. C'est ça. C'est pareil, c'est le problème de one shot. Je suis obligé de répondre. Ça, c'est le souci de one shot, c'est qu'on il y a un système de PEX. Il y a un système de PEX et tout, donc. Tu peux dépenser des PEX pour être un héros. One shot, on teste en one shot. Ouais. Non, mais c'est un jeu qui peut se jouer en one shot. Enfin, mais c'est un jeu qui fonctionne bien en campagne. Quand le one campagne? Bah, justement, Thomas, on y travaille. On y travaille. Ça va prendre un peu de temps. La fin du monde arrive bientôt, moi je le sais, hein. Ouais, je le sais tout. La fin du monde arrive bientôt. On vous en reparlera bientôt, chers auditeurs. Allez, à bientôt, salut tout le monde. Nous, on va aller se coucher, tout simplement. Dans une marche ou dans une autre, je ne sais pas. Voilà. Allez, bonne nuit. En démarche, en tout cas. Voilà. À bientôt, salut. Salut. Bye. Allez, moi, j'ai plus.